premièrement, je voulais un peu présenter le contexte, hein, pourquoi aujourd'hui on arrive à devoir mettre beaucoup de choses en termes d'indicateurs, d'amélioration continue au niveau du site de MSL et de All Circuits, hein. Donc, bien sûr, comme vous le savez, le marché de la carte électronique est un marché très concurrentiel. Donc, on se doit d'être je vais dire les premiers, d'être compétitifs, actifs. C'est pour ça qu'une démarche d'amélioration continue, de développement d'outils, on va dire 4.0 ont été mis en place depuis quelques années, hein. Donc, on les appelait pas à l'époque 4.0, mais maintenant, on peut mettre cette étiquette-là facilement. Donc voilà, donc c'est vraiment la compétition, le fait de rester vivant en France et dans l'industrie, hein, et surtout d'être différent des autres, hein, d'être bien sûr mieux, j'espère. Par rapport au premier slide, j'ai quand même une phrase clé que j'ai mis en bas, hein. Donc c'est pas une phrase que moi j'ai inventée, hein, j'ai pas cette prétention, mais vraiment on améliore vraiment ce que l'on mesure. Donc si on n'a pas de mesure, on ne sait pas se positionner, et si on ne sait pas se positionner, on sait pas s'améliorer. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, hein, quand on a une démarche on va dire, d'amélioration continue. Euh, Voilà, donc ce que disait la carte électronique, beaucoup de data qui transitent autour de la carte, hein, ne serait-ce que par la traçabilité, la partie logistique, toutes les mesures aussi, process que l'on va faire autour de la fabrication de la carte. Donc on est habitué depuis longtemps à avoir des data à manager. Alors d'une façon ou d'une autre, hein, plus ça avance, plus c'est simple, plus les machines sont connectées, hein. Mais enfin, la data, pour nous, elle fait partie de notre quotidien depuis pas mal de temps déjà, hein. Donc, je voulais, avant d'entrer un peu plus dans le vif du sujet et de vous présenter des applications ou des choses plus concrètes sur la partie 4.0, je voulais vraiment attirer l'attention sur la démarche, hein. On peut avoir tous les bons outils du monde, hein, et une super belle caisse à outils qui s'appelle le 4.0. Si on ne sait pas l'utiliser ou si on ne sait pas vraiment bien les positionner, ces outils-là, on se retrouve à avoir des flops. C'est-à-dire qu'on a des investissements qui sont faits et les indicateurs, ou en tout cas les progrès ne sont pas à l'attendu. Donc, nous, on a une démarche, hein, qui est l'ADM AIC, hein. Donc, alors, c'est des nouvelles appellations, hein. Vraiment, c'est des démarches d'amélioration continue, hein. C'est vraiment déjà d'un premier travail de préparation, c'est de définir ce que l'on veut faire, quel est le problème, quel est l'indicateur qu'on va devoir surveiller, ne pas être gourmand, c'est pas la peine de viser la lune, il vaut mieux faire des paliers, c'est important parce que sinon on peut décourager les équipes. Donc c'est vraiment d'avoir une démarche d'amélioration qui soit construite, comprise par tout le monde. Ce que je dis souvent, c'est que l'effet démo est important, c'est-à-dire que si on met en place une démarche comme celle-ci, et on n'arrive pas à l'amener au bout, on va décourager les gens et c'est pas le but, hein. Je pense que c'est une démarche qui est importante dans les entreprises aujourd'hui. Donc, se mesurer, bien sûr, c'est que collecter des données, hein. Sans data, on ne fait rien, on a juste des intuitions, mais on n'arrive pas vraiment à factualiser. Donc, c'est vraiment regarder où on va aller chercher les données, comment on va aller les chercher. C'est là où on a des outils qui vont nous aider, hein. Mais en tout cas, c'est vraiment la démarche qu'il faut avoir, c'est aller chercher les bonnes données qui vont être pertinentes, identifier les bons facteurs influents sur le process ou sur le processus que l'on veut faire évoluer. Bon, il y a une phase d'analyse, hein, bien sûr, des données, hein, collectées. On regarde un petit peu ce qu'on peut en faire, tout ça. Il en émane des actions. Donc, on est dans l'amélioration, c'est-à-dire qu'on met en place des actions. On surveille ces actions, on les mesure. Et de cette mesure, on déduit qu'on a une évolution ou pas. On peut se tromper, il ne faut pas avoir peur de se tromper parce que des fois, c'est pas simple que ça. Mais en tout cas, il faut vraiment avoir cette boucle d'amélioration continue qui est importante. Et la participation des équipes est aussi importante. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul devant un problème, on fait ce qu'on peut, mais avec une équipe et des gens autour, on voit un peu plus les actions à dérouler ou à mettre en place. Donc ça, c'est vraiment la démarche que l'on a aujourd'hui qu'on a vraiment automatisé avec le 4.0, avec des technologies qu'on a sous la main aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment important. Sans ça, vous pouvez avoir les bons outils du monde, les bons développeurs du monde. Si vous n'avez pas la bonne idée ou la bonne démarche, ben, vous n'en ferez pas grand-chose. Ensuite, tac.
Bon, ce qui est important, c'est on sent très bien que la data elle devient vraiment le nerf de la guerre, hein. De plus en plus de data qui rentrent dans les entreprises, qui sortent en interne, les machines qui sont de plus en plus communicantes, le besoin d'aller chercher de l'info instantanée avec des fréquences plus ou moins élevées, nécessite des structures réseau qui soient bien adaptées. C'est-à-dire qu'on a besoin on n'a pas intérêt aujourd'hui à aller chercher des data sur des lignes de production et on va dire à tout ralentir les process parce qu'on n'est pas, on va dire, équipé des bons serveurs, des bons PC, enfin des bonnes bases de données. Donc la partie structure réseau est importante. Alors à moindre échelle, hein, c'est-à-dire qu'on peut commencer petit, mais si on commence à avoir 10 ou 20 lignes de production, si on commence à vouloir collecter des datas en temps réel, pratiquement 24 heures sur 24, on a aussi intérêt à penser à cette structure réseau et aussi bien sur la partie des structures, on va dire, infrastructures bâtiments, enfin IT, j'ai envie de dire, et aussi la partie structure des réseaux internes à la ligne. Aujourd'hui, on a des réseaux localisés et on vient interroger ces réseaux-là et les datas remontent sur des serveurs. Donc là, c'est vraiment une précaution qu'il faut avoir aussi. Donc, on n'est pas obligé de tout bousculer tout de suite, mais on a intérêt aussi à avoir une structure assez robuste en termes d'échange de data. Bon, juste une petite photo sur bon, quelques outils, surtout cette pyramide. C'est-à-dire que plus on monte, enfin, on va dire, à la base, on a besoin vraiment d'être dans une fréquence élevée, c'est-à-dire qu'on veut de la data quasiment de temps réel. On a besoin de la data de temps réel pour faire nos analyses, pour faire nos corrections de process, pour faire des capacités en automatique. On a besoin vraiment d'aller chercher de la data tout de suite avec des fréquences élevées. Donc ça, c'est important de le savoir parce que les équipements doivent répondre aussi à cette fréquence d'échange. Donc ça, c'est important. Ensuite, on va remonter d'un cran, on va être plutôt sur la partie outils de production, c'est-à-dire qu'on va être plutôt sur les outils d'analyse, de surveillance, où on n'a pas forcément une fréquence élevée en termes d'échange. Donc voilà qu'on peut dimensionner différemment les échanges là-dessus. Et plus on va monter, plus on est sur l'ERP ou sur le BI, où là, on est plutôt des reporting, on va dire mensuels ou hebdomadaires, où dans ce cas-là, on n'est pas dans le même structure réseau, ou en tout cas sur un échange rapide de data. Donc ça, c'est aussi important de bien structurer les bons niveaux d'échange et de ne pas venir saturer, par exemple, le réseau ou les échanges parce on veut tout de suite alors qu'on n'en a pas forcément besoin, quoi. Un problème avec ma souris, mais ça va s'arranger. Ensuite, là, bon, c'était juste pour vous donner une photo, c'est que on voit que tout le monde a besoin d'informations. C'est qu'aujourd'hui, l'information, elle est utile à différents niveaux, hein. Elle peut être en externe et en interne de l'entreprise. Elle est bien sûr sur la partie production que l'on voit, mais aussi sur la partie de tout ce qui est management ou top management, voire aussi les ressources humaines et les services un peu plus détachés, on va dire, de la production. Mais tout le monde aujourd'hui a besoin d'informations. Je prends un exemple, hein, les ressources humaines ont besoin de savoir que les gens, par exemple, ils sont bien formés sur les lignes. Donc, on a des outils aujourd'hui qui automatisent le fait que les gens sont formés, que les gens ont bien validé leur formation, etc. Donc, l'information aujourd'hui, c'est pas à un niveau et on remonte juste à un reporting. Tout le monde a envie d'avoir son dashboard, j'ai envie de dire, d'informations pour pouvoir être réactif dans les décisions. Et ça, c'est important aujourd'hui d'avoir de la réactivité dans les échanges et les décisions. Voilà. J'ai un petit problème avec ma souris, mais c'est bon. Bon, je vous ai préparé comment dirais-je, quelques slides et applications que nous, on a mis en place à Massoloir et All Circuits, bien sûr, hein. Bon, je l'ai fait par métier. Et bon, il n'y a pas tout parce que j'aurais saturé la présentation. Donc, notamment sur la partie production, on a des outils comme ePro, hein. Bon, c'est un outil qui nous permet de manager déjà l'efficacité de la production, hein, à la fois l'efficience, le TRS ou les indicateurs autour de la production, la disponibilité des lignes au niveau maintenance. Ce qui est important, c'est que cet indicateur aussi permet on va dire, de donner la main à l'opérateur sur la ligne. C'est-à-dire que toutes les 5 minutes, je viens voir si j'ai eu des arrêts de ligne. Et si j'ai eu un arrêt de ligne sur 5 minutes, je demande à l'opérateur de venir justifier l'arrêt.
Ça peut être un problème d'appro, un problème de maintenance, un problème de panne, etc. L'idée de tout ça, c'est de pouvoir ensuite faire des analyses et des têtes de tête de Pareto de défaut et de pouvoir mettre en place des actions maintenance ou process ou en tout cas des actions d'amélioration. Donc ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment en réactivité à 5 minutes. C'est-à-dire que si on a un souci, l'opérateur va signifier le souci, hein, va déclarer ce qu'il a eu comme problème. On a en temps réel des demandes d'intervention qui partent à la maintenance si c'est un problème de panne. Donc on a vraiment mis en place des modes on essaie d'avoir une réactivité maximale pour limiter les arrêts de ligne et bien sûr les coûts derrière de non-qualité ou en tout cas des coûts d'arrêt. Donc ça, c'est un outil aussi qui comment dirais-je, en temps réel, calcule le taux de rebut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'autorise maximum un taux de rebut qui est très faible par ligne. Si pour une raison X ou Y, on a une ligne qui génère un taux de rebut qui vient flirter l'objectif, automatiquement, c'est un arrêt de ligne et directement, on a bien sûr les services support, qualité ou autres, qui viennent intervenir pour comprendre ce qui se passe. Donc, on essaye aussi de cadrer nos dérives. C'est important, c'est que au-delà d'avoir des indicateurs, si d'ailleurs c'est juste pour afficher des courbes, bon, c'est très joli, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'on souhaite, nous, avoir, c'est sa réactivité et cette anticipation. C'est-à-dire qu'on a des outils aujourd'hui qui vont nous alerter dans un mode où la dérive est très faible. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, j'ai encore le temps de réagir. Je n'ai pas forcément besoin de l'expert. L'expert, il n'est pas là, il est en congé, il est là demain. C'est pas grave. On a cette pré-analyse, pré-alerte, j'ai envie de dire, pour pouvoir déjà anticiper et se dire, OK, l'expert n'est pas là et demain, on traite en urgence, mais en tout cas, on n'est pas sur une dérive grave pour notre client ou grave pour notre process. Donc ça, c'est important. J'ai parlé à l'instant toujours dans ePro, hein, d'un outil qui nous alerte sur les rebuts, pardon, sur le taux de rebut, pardon. Et de ce fait, l'opérateur a une matrice automatisée de décision. C'est-à-dire que de par lui-même, il fait aller, dans 80%, 90% des cas, aller résoudre son problème. C'est-à-dire qu'on donne tout de suite, la machine donne, ou l'équipement, ou en tout cas l'outil, donne directement la solution, ou en tout cas, par un arbre des causes automatisé, hein, vient donner la solution à l'opérateur. S'il a la main sur la solution, il traite lui-même. Sinon, bien sûr, après, c'est un service support qui vient. Donc, vraiment, on donne la main au maximum à l'opérateur, en le guidant, bien sûr, sur les choses qu'il peut faire et qu'il a le droit de faire. Capr, bon, là j'ai mis gestion de fiche d'instruction. Alors c'est intéressant parce que on peut pas travailler, enfin l'opérateur ne peut pas travailler sur un process s'il n'est pas validé. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, si il démarre sa ligne et qu'il n'a pas lu la nouvelle fiche d'instruction ou la mise à jour de la fiche d'instruction, la ligne ne va pas démarrer. Donc voilà. Donc on s'assure que 100% des fiches sont lues par l'opérateur, qu'il a vraiment pris en compte le fonctionnement de son poste ou en tout cas les informations de son poste avant de pouvoir démarrer. On a Macal, matrice. Alors ça, c'est une matrice, comment dirais-je, c'est une matrice d'arrêt, c'est-à-dire qu'on a défini par défaut produit ou défaut lié par un test fonctionnel, des défauts qu'on peut autoriser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque majeur de laisser filer un défaut sur un ou deux défauts par équipe. Donc on autorise des défauts, bien sûr dans la limite des taux de rebut qui sont, comme je disais, très très faibles, hein. Mais on donne la main, c'est-à-dire que la machine va directement remplir cette matrice d'arrêt et alerter l'opérateur en temps réel. Et s'il y a dépassement de la matrice d'arrêt, alors on voit très mal, on voit très mal, mais on voit des cases blanches et noires. C'est-à-dire que par exemple, sur le premier défaut, on n'autorise qu'un défaut. C'est-à-dire que dès qu'il y a un deuxième défaut, on arrête la ligne. Et dans ce cadre-là, les services support sont alertés et viennent intervenir pour voir ce qui se passe. On a aussi des outils, il est un peu simple, celui-ci en a des plus complexes et plus sympas aujourd'hui, hein. C'est des outils qui donnent une information de l'état des équipements au niveau de la ligne. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai fait exprès de mettre du rouge et du vert, c'est peut-être vous expliquer, mais en rouge, c'est-à-dire que la machine est arrêtée.
En vert, c'est que tout se passe bien. Et en orange, c'est que la machine demande à être approvisionnée. Par exemple, on doit mettre des nouveaux circuits parce que ça commence à se vider. On vient alerter l'opérateur, attention, le déraqueur, il faut que tu mettes des racks ou à tel endroit, il faut que tu charges des bobines, etc., etc. Donc tout est automatisé pour que l'opérateur n'ait pas vraiment soit guidé au maximum et éviter des ruptures d'appro de ligne hein, qui, bien sûr, génèrent des arrêts, voire des micro-arrêts. Bon, là, j'ai mis d'autres exemples, hein. Bon, le Kanban, tout le monde connaît le Kanban, hein. Donc, aujourd'hui, le Kanban chez nous, il est automatisé. Donc, il est lié à SAP. Il vient directement alimenter les, les, l'écran des opérateurs pour être sûr qu'ils prennent bien les produits dans le bon ordre, hein, qu'on ait bien priorisé tel que le Kanban l'a fait et non pas faire des produits qu'on a besoin demain alors qu'on a une urgence client sur autre chose, hein. Donc ça, c'est tout automatisé. L'ergonomie, sur le poste opérateur, on peut avoir des postes qui sont pas forcément, on va dire, au maximum d'ergonomie. On a une lacune sur le poste. Donc on va informer l'opérateur que ce poste-là, attention, il n'est pas vert en termes d'ergonomie, mais qu'on doit faire une rotation. C'est-à-dire qu'on va dire à l'opérateur tous les 2 heures ou tous les 4 heures, suivant ce qu'on a défini, tu vas changer de poste parce que tu vas aller sur un poste plus simple pour pas entre guillemets, abîmer l'opérateur et avoir demain des TMS. QC, ça c'est important, c'est vraiment un outil de pilotage des défauts. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'une ligne qui a généré une panne ou un défaut ou des défauts de plus de 5 minutes, automatiquement, l'information va remonter au QC. Donc, on va avoir une ligne qui va dire sur ma ligne, un tel, j'ai eu tel défaut à telle heure. Et de ce fait, on a des réunions de résolution de problèmes et de partage avec la production pour comment dirais-je, trouver les routes causes et identifier les routes causes. Donc, c'est des notions de 5 pourquoi, voilà, c'est vraiment des outils classiques de résolution de problèmes. Et si vraiment on n'a pas soldé avec cette première réunion, on adresse des actions au service support, moyen test, process, etc., etc. Donc, on a un outil qui permet de tout le temps de dire, on ne laisse pas partir un problème dans la nature. On en a un, on l'a vu, ok, c'est pas bien, on va le traiter. Et en tout cas, on le partage à la fois avec les opérateurs et les services support. Bon, j'ai mis un outil GoCMS. L'UNICMS, c'est les lignes qui montent les composants sur les cartes électroniques, hein. GoCMS, j'ai envie de dire, c'est une checklist qui va faire en sorte que tout est vraiment prêt sur la ligne avant de démarrer. C'est-à-dire qu'on ne démarre pas une ligne, on s'aperçoit en plein milieu qu'on n'a pas changé le bon outil, qu'on n'a pas mis la bonne raquette pour la partie pâte à braser. Enfin, voilà, on vérifie que c'est une checklist automatisée, hein. Bon, c'est pas très compliqué, c'est plutôt basique, mais en tout cas, la ligne ne démarrera pas si tout n'a pas été validé en vert. Pour Kappa Web, comment? Ça, c'est un outil qu'on a créé il y a 2-3 ans. Un outil qui nous permet de faire des analyses capacitaires. Ce qui se passait, la problématique qu'on avait, c'est que tout le monde faisait des simulations ou des plans sur la comète, sur le capacitaire des lignes, ou comment on allait dispatcher ou équilibrer nos lignes. Aussi, comment est-ce qu'on avait des besoins demain d'investir sur des lignes, etc. Donc, on a créé un outil déjà qui permettait d'avoir une base commune d'informations, c'est-à-dire que tout le monde n'avait pas son fichier extrait le lundi et puis l'autre personne le mercredi, etc. On avait vraiment un outil qui, en temps réel, de donner des informations. C'est-à-dire qu'on a toutes les informations d'SAP qui descendent sur l'outil. On a le budget aussi qui est intégré dedans. On a les plans de production qui sont intégrés dedans. C'est-à-dire qu'à partir de là, on a une vision, bien sûr, de ce qui est planifié, mais on peut aussi faire des simulations. Je vais prendre un exemple. On sait qu'on a une ligne, on a une ou deux lignes qui sont presque saturées en capacitaire. En tout cas, on sait qu'on va être wardé sur un produit. On peut artificiellement aller, comment dirais-je, rajouter ce produit sur cette ligne-là et voir comment ça se comporte au niveau du capacitaire. Est-ce qu'on passe? Est-ce qu'on peut ouvrir des équipes supplémentaires et ça passera? Donc, on peut vraiment simuler tous les scénarios d'un clic, hein. C'est très, très simple pour vous dire, attention, dans 6 mois, 7 mois, on a besoin d'aller chercher un autre équipement parce que là, on est saturé.
donc ça, c'est une décision qui peut être une première décision. On peut aussi jouer, entre guillemets, avec les temps de cycle, hein. C'est-à-dire qu'on peut se dire, bon, si sur le gros runner, sur ce gros volume de pièces, je passe, je sais pas, de 5 secondes à 4 secondes, je vais gagner 20% de charge. Comment vous, l'équipe process ou métier, vous voyez les choses? Est-ce qu'il faut juste rajouter un module sur une ligne? Est-ce qu'il faut juste retravailler un des process et sur le temps menant? Voilà, donc c'est vraiment un outil qui nous permet de prendre des décisions. Et l'important, c'était d'avoir les mêmes datas, que tout le monde vraiment travaille sur le même référentiel, et surtout d'avoir un outil très très simple à manipuler, à manipuler, pardon, et qui permet de générer vraiment tout type de simulation. Aujourd'hui, cet outil-là, il est devenu standard. Il avait été initialement fait pour l'équipe process pour faire l'aspect capacitaire, mais aujourd'hui, la logistique l'utilise, tout le monde l'utilise pour pouvoir vraiment avoir des simulations. Et d'ailleurs, c'est cet outil-là, on est en train de travailler pour y intégrer de l'IA, pour voir si on peut avoir aussi des prévisions par rapport au passé, par rapport aux data, on va dire, clients, EDI, etc. Voir si on peut avoir des projections qui peuvent un peu plus s'affiner pour vraiment commander les composants au juste à temps, pour pas avoir des stocks, etc. Chrono Auto, c'est un outil automatique qui vient regarder tous les temps de cycle de chaque process d'une ligne. C'est-à-dire que l'outil, il va venir coller, si on a 5 stations, on va voir les 5 process et on va voir le temps de cycle de chaque process. On peut facilement identifier s'il y a un des process qui est en menant. C'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est intéressant d'avoir un focus dessus pour se dire, attention, là-dessus, si on arrive à gratter les 1 seconde et demie d'écart par rapport aux autres process, bon, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut ajouter quelque chose? Est-ce il faut juste, c'est juste du travail? Voilà, on est tout le temps en train d'aller chercher de la compétitivité. C'est ce que je disais au début, hein. C'est notre quotidien aujourd'hui. C'est que l'électronique, c'est tellement compétitif et concurrentiel, c'est que si on n'est pas dans un mode vraiment d'aller chercher de la productivité, ben, c'est compliqué après à obtenir des awards parce qu'on n'est pas compétitif, quoi. Donc on est vraiment dans ce mode d'amélioration continue, aussi de productivité. Si là, web, on est plutôt sur la partie analyse des mesures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr, tous les process sont connectés, hein. On a sur 100% des process des lignes de production remontent des datas, hein. Ça peut être les moyens du test fonctionnel, ça peut être des process d'assemblage. En tout cas, chaque produit est tracé, chaque mesure est tracée. C'est-à-dire on peut en temps réel avoir la capacité process de nos équipements, enfin de notre process, pardon. Et on peut vraiment savoir si on a des dérives, anticiper les dérives et en tout cas de maintenir notre process stable. C'est important, c'est que le plus gros ennemi du process aujourd'hui, c'est la dérive, hein. Alors c'est vrai pour les process et pour les processus, hein. Donc nous, on a ces outils-là qui permettent de surveiller, en tout cas d'anticiper et de mettre en place des actions si besoin. On n'a pas la prétention d'être parfait, mais en tout cas, on a des outils, en tout cas, qui nous permettent de pouvoir rapidement revenir dans les clous s'il y a un souci et de limiter les pertes de non-qualité. IKEA, ce que j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, hein, c'est un outil qui à la fois alerte sur le dépassement de coût du rebut, hein. On n'est pas sur un taux de rebut, c'est un coût de rebut. C'est-à-dire qu'on peut avoir des cartes à 5 euros, on va se mettre on aura, je sais pas si on met 100 cartes, ça fera un montant. Par contre, si on a des cartes un peu plus chères, on mettra moins de cartes. C'est vraiment le montant du rebut qui est l'indicateur, c'est pas le nombre de cartes. Donc ça, et bien sûr, aide à la décision automatisée. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place, ça passe vite maintenant, il y a peut-être 2 ans. On a eu un gain énorme, énorme, énorme sur la réactivité, parce que les gens ne se rendaient pas compte. Un taux de rebut, bon, ok, ça parle à beaucoup de gens, mais pas à tout le monde. Les opérateurs, des fois, c'était pas forcément sensible pour eux, ils n'étaient pas sensibles au taux de rebut. Par contre, dès qu'on a commencé à mettre de l'argent en face, ça a été plus simple à passer en termes de messages et de communication. Donc ça, c'est ce qui était fait avec cet outil-là. Euh, bon, alors,
Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais une équipe de 4 développeurs, hein, donc on développe vraiment à tout azimut, hein. On développe pour la production, on développe pour les différents services. On a aussi des outils d'audit 5S, hein, donc bon, ces outils qui nous permettent d'aller sur les îlots, de pouvoir reprendre des photos, de comparer ces photos avec à des référentiels et de pouvoir mettre des notations sur les audits de chaque secteur. Donc voilà, c'est vraiment des outils qui facilitent la démarche. Euh, on cherche les gains, on cherche à être compétitif, mais alors c'est vrai sur la partie production, sur les process de production, mais c'est vrai aussi sur tous les services. C'est-à-dire qu'on va aussi accompagner les services pour que les tâches soient de moins en moins chronophages et d'avoir des outils vraiment quasiment qui donnent l'information, qui amènent l'information et qui fassent le job quasi en instantané. Donc on cherche aussi d'être compétitif sur la main-d'œuvre directe et aussi indirecte. Rémi, on peut peut-être accélérer un peu pour Oui, s'assurer qu'on met un peu de temps sur les questions, oui. parce que je vois le temps qui C'est file. Oui, j'accélère, j'accélère. Merci. Donc, je vais te faire. Il ne faut pas hésiter à m'arrêter parce que moi, je pars. Je pars. Eval CDL, donc gestion de compétences, voilà, c'est qu'on a toute la gestion de compétences qui est pilotée. Donc, on a les outils qu'on a réalisés pour les ressources humaines pour pouvoir gérer la compétence et être sûr qu'on gère aussi la polyvalence. C'est important de maintenir les compétences de l'entreprise, hein. Donc, ça, c'est l'outil plutôt pour les ressources humaines que l'on a pu mettre en place. Ouais. Voilà pour les principaux outils, hein. Juste un petit paragraphe sur la partie IA. La partie IA, on a mis le doigt dedans il y a 1 an et demi, 2 ans. On a commencé à monter une communauté, pardon, de façon à pouvoir comprendre ce qu'on allait en faire de tout ça. Donc voilà, donc c'est un groupe de travail qui travaille sur des idées. Chaque métier est représenté. On a déjà des belles représentations de l'IA chez nous, notamment avec des caméras et avec de l'IA. C'est qu'on fait les contrôles avec de l'IA, hein. Donc voilà, donc ça c'est juste un petit peu quelques de slides que je vais balayer rapidement pour dire voilà, on y est, en tout cas on y va. Attention à l'IA, pour moi il faut la comprendre avant de se lancer à tout azimut, hein. Donc beaucoup de développement, beaucoup de choses adressées avec des développements, 4.0 présent partout. Juste un petit slide rapide sur le TISAX, hein, aujourd'hui, c'est que la sécurité informatique, plus on développe, plus on ouvre la possibilité d'être attaqué par des hackers, hein. Donc on a aujourd'hui une démarche identique que de DMAIC où on a mis en place une gestion automatique, enfin un contrôle automatique des développements. C'est-à-dire qu'on ne peut pas pousser aujourd'hui un développement qui n'est pas sécurisé. Voilà, donc avec des outils comme SonarCube, avec les outils de développement. Et puis un dashboard qui se met à jour automatiquement, qui nous dit voilà, N% des développements sont sécurisés. Voilà, donc on est en train aussi de rattraper le passé parce qu'on a plus de 200 développements. En tout cas, tout ce qu'on pousse aujourd'hui est sécurisé. Un petit peu juste pour dire, bon, moi j'ai parlé pas mal de MSS Circuit, mais on est un groupe, on est dans le circuit, tous les outils, on va dire, qu'on développe aujourd'hui, au préalable, ils passent à une revue à un comité de cadrage qui nous dit, voilà, j'ai un développement, j'ai une bonne idée, est-ce qu'elle est intéressante à KMSL, est-ce qu'il faut la pousser en Tunisie, est-ce qu'il faut la pousser au Mexique, etc. Donc, on a une réunion de cadrage qui permet de pouvoir travailler, faire des développements qui soient multisites, hein, et de ne pas s'apercevoir au bout du développement qu'il fallait le développer, enfin le déployer, et puis que derrière, ça casse tout, quoi. Donc, on a vraiment une réunion de cadrage qui est faite pour vraiment avoir une standardisation des développements et des outils sur tout le groupe. C'est le dernier, comme ça laissera des questions. Voilà un petit peu où on en est au niveau. On démarre vraiment sur la partie IA, hein, donc on a encore des choses à faire. Mais en tout cas, la partie automatisation s'est faite depuis un bout de temps. La connectivité, de par les équipements qu'on utilise et de par nos fournisseurs, on est dedans depuis un bout de temps, hein. Aide à la décision, on a des outils, ça y est, c'est fait, on a des exemples. Alors, je ne dis pas que c'est partout pareil, mais en tout cas, on commence à pouvoir lever le pouce vert, hein. Maintenant, on s'intéresse à l'IA, hein. L'IA, comme je disais à l'instant, c'est qu'on a des AOI aujourd'hui et des contrôles avec de l'IA qui sont vraiment intéressantes. On utilise des outils, bon, comme tout le monde, pour le développement. Et on a aussi l'idée d'avoir vraiment un Kobo avec caméra pour remplacer tout ce qui est contrôle visuel. C'est-à-dire qu'on a
a une bonne idée, enfin, on a une bonne idée en tête qu'on va essayer de pousser en 2026. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis désolé, ça va un peu vite. J'espère qu'en tout cas, tout le monde a bien entendu. Et si vous avez des questions, je Ouais. suis là pour y répondre. Merci Rémi, ouais, on a très bien entendu. Et, c'est intéressant de voir effectivement à l'échelle d'un groupe comme Wix Circuits qui est positionné sur des volumes de production aussi plus importants, comment la stratégie data elle se développe et son périmètre. Et on voit qu'il est assez large et complet. Merci beaucoup pour la présentation. Et bien sûr, s'il y a quelques questions, on les prend maintenant. Ouais. Oui, bonjour Rémi, Christophe Touvet, Proto Electronics. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites pour les contrôles avec l'IA? Alors aujourd'hui, contrôle avec l'IA, c'est tout ce qui est contrôle visuel. C'est-à-dire qu'on a vraiment, on sait vraiment. Alors, pour être plus clair, aujourd'hui, on peut avoir, on a eu des retours clients avec des composants, un modèle qui était abîmé. On n'a jamais pu comprendre ce qui se passait parce que les process sont plutôt stables. On pense plutôt à, comment dirais-je, à une manipulation humaine à un moment donné. Et la problématique qu'on a eue, c'est que on a beau chercher et si c'est de la manipulation humaine, on n'a pas pu la piéger. Donc, on a décidé d'aller faire du contrôle visuel. Aujourd'hui, le contrôle visuel qu'on a mis en place, ça coûte très très cher parce qu'on a un opérateur qui va nous contrôler les cartes à la main. Donc l'idée qu'on a eue, c'est d'aller chercher des caméras, on va dire, et des systèmes avec de l'IA embarqué. Et j'ai envie de dire, pour banaliser les choses, c'est de faire un comparatif d'images bonnes versus d'images mauvaises. C'est vraiment, on s'est mis à la place de l'opérateur, on s'est dit, qu'est-ce qu'il fait lui? Ben, il a un référentiel en tête, c'est sa carte bonne. On va faire en sorte que l'IA lui compare les cartes et lui dise, il n'y a pas de souci, la conformité de la carte, elle est respectée. Et si on a un composant abîmé ou mal positionné ou quoi que ce soit, la machine va écarter la carte. Donc on est vraiment plutôt focus sur la partie contrôle avec caméra. On n'est pas sur du contrôle aujourd'hui du test avec de l'IA au niveau électrique. On a commencé petit peut-être, mais en tout cas, on a commencé plutôt par le contrôle visuel parce qu'on avait vraiment un gain énorme sur la table et avec un ROI qui était très très rapide. Aujourd'hui, l'équipement, il est en place depuis 4 semaines. Voilà, on est surpris même de ce que a fait l'IA, parce que on a appris un petit peu aussi à travers ce projet-là, mais vraiment, on a des bonnes surprises et on va déployer ça sur pas mal de lignes. Pour l'instant, c'est vraiment focus sur la partie détection, contrôle. C'est vraiment c'est un plus qui nous vraiment sécurise le client et nous évite d'avoir des retours bêtes, on va dire, parce qu'un composant a été choqué par quelqu'un qui a fait une maladresse, quoi.